Sansa Stark est passée entre les mains de 4 bourreaux, de 2 maris, d'un manipulateur et de toute une capitale qui voulait la briser. Elle a perdu son père, sa mère, son frère, sa maison, sa louve et son propre nom. Et après tout cela, elle est la seule des Stark à s'être assise sur le trône. Pas le trône de fer, non. Le sien. Le trône du Nord, qui n'avait appartenu à aucun Stark depuis l'époque de Torrhen, le genou à terre. Soit, en un mot, 300 ans. Et voici ce qui est le plus frappant. Presque personne ne discute de la manière dont elle y est parvenue. Tout le monde parle de Daenerys et de ses dragons, de Jon et de sa résurrection, de Bran et de son ascension mystérieuse. Mais Sansa? Pour la plupart des téléspectateurs, Sansa est restée cette jeune fille naïve de la première saison qui rêvait d'épouser un prince. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est une énorme erreur. Et pourquoi Sansa Stark est peut-être le seul personnage de tout l'univers de Martin à avoir véritablement gagné le jeu des trônes, sans pour autant se perdre. Mais pour comprendre comment une jeune fille qui rêvait de chansons et de chevaliers est devenue la seule reine de Westeros, il faut remonter au tout début. À ce moment où tout a déraillé, Sansa Stark, la fille aînée d'Eddard et de Catelyn Stark, est née et a grandi à Winterfell. Et voici la première chose qu'il faut comprendre. Elle ne ressemblait pas aux autres Stark. Tous les enfants de Ned et Catelyn ont hérité de quelque chose du Nord. Robb est devenu un guerrier. Arya n'a jamais quitté son épée depuis son enfance. Bran escaladait les murs du château comme un chat sauvage. Rickon était un petit sauvageon. Jon, le bâtard, a choisi la garde de nuit. Et Sansa? Sansa cousait, chantait, dansait et rêvait du jour où elle épouserait un beau prince et deviendrait reine. Elle était la parfaite dame de Westeros, la fille modèle dont toute mère serait fière. Catelyn disait que Sansa serait plus belle qu'elle-même. Septa Morden l'adorait. Sansa avait hérité des traits des Tully, cheveux roux, yeux bleus, pommettes saillantes. En tout, de la coiffure à la posture, elle était une femme du Sud née par hasard dans le Nord. Et c'est précisément pour cela que les fans la détestaient. Dès la première saison, dès le premier livre. Car Sansa a commis un péché impardonnable aux yeux du spectateur. Elle ne s'est pas comportée comme une héroïne, mais comme une enfant ordinaire. Lorsque Joffrey s'en est pris à Mycah, le fils du boucher, et qu'Arya a pris sa défense, Sansa n'a pris parti pour personne. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Et pour cela, sa chienne Lady a été exécutée à la place de Nymeria. Cette scène a déterminé l'attitude des téléspectateurs envers Sansa pour les années à venir. Elle a trahi sa famille pour un prince. C'est une petite fille stupide. Elle a mérité tout ce qui lui est arrivé par la suite. Seulement, c'est un jugement monstrueusement injuste. À ce moment-là, Sansa avait 11 ans dans les livres et 13 dans la série. Elle était amoureuse, elle avait peur. Elle a agi exactement comme on le lui avait appris. Ne pas contredire la famille royale, être polie, ne pas causer de problèmes. Toute sa vie jusqu'à ce moment-là l'avait préparée à être docile. Et elle était docile. Mais voici ce qui importe. La mort de Lady a été la première fissure. Le premier moment où la réalité a commencé à s'infiltrer à travers les chansons et les contes. Sansa a perdu sa louve, et cela est symbolique. Tous les autres Stark ont conservé le lien avec leur louve, avec leur essence nordique. Sansa a été la première à perdre ce lien. Elle a été coupée de ses racines, avant même que les véritables épreuves ne commencent. Et c'est là que le livre et la série divergent sur un détail important. Dans le livre, c'est Sansa qui a révélé à Cersei les intentions de Ned de faire partir ses filles de Port-Réal. Elle s'est précipitée vers la reine parce qu'elle ne voulait pas quitter Joffrey. Cet acte a conduit à la catastrophe. Et c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Sansa a commis une erreur qui a coûté la vie à son père. Mais regardons le contexte. Ned avait commis une dizaine d'erreurs avant elle. Il avait dit à Cersei qu'il connaissait la vérité. Il avait rejeté la proposition de Renly. Il avait fait confiance à Littlefinger. Ned Stark construisait un château de cartes et Sansa a accidentellement soufflé dessus. Mais il ne s'est pas effondré à cause d'elle, mais parce que les cartes étaient vouées à la trahison dès le début. Retenez bien ce détail. Sansa a commis une erreur
parce qu'elle croyait au système qu'on lui avait enseigné. Elle croyait que la reine était juste, que le prince était bon, que le monde était tel qu'on le décrit dans les chansons. C'est l'effondrement de cette foi qui a servi de fondement à tout ce qu'elle a fait par la suite. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous sur un point. La mort de Lady dans la première saison, la mort de la naïveté. Le couronnement de Sansa dans la dernière saison, la naissance de la reine. Entre ces deux points s'étend un chemin qu'aucun autre personnage de cette histoire n'a parcouru. Maintenant que nous savons d'où venait Sansa, voyons ce qui a fait de cette jeune fille l'actrice politique la plus redoutable de Westeros. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La plupart des spectateurs pensent que Sansa a simplement souffert, puis qu'elle est devenue forte comme par miracle. C'est une lecture superficielle. En réalité, Sansa a accompli quelque chose qu'aucun autre personnage de cet univers n'a réussi à faire. Elle a transformé chacun de ses bourreaux en professeurs. Non pas parce qu'elle le voulait, non pas parce qu'elle l'avait prévu, mais parce qu'elle possédait une qualité qui, dans le monde de Westeros, vaut plus que n'importe quelle épée. Elle savait observer, mémoriser et apprendre. Commençons par la première enseignante, Cersei Lannister. La reine n'a jamais caché sa vraie nature à Sansa. Elle se montrait cruelle, cynique et calculatrice sous ses yeux. Pendant la bataille de Lanera, Cersei buvait du vin et expliquait à Sansa comment le monde fonctionnait réellement. Elle disait que les larmes d'une femme n'étaient pas son arme la plus puissante, que la véritable force venait du contrôle de l'information et de la capacité à porter un masque. Cersei n'enseignait pas cela à Sansa intentionnellement. Elle ne considérait tout simplement pas la jeune fille comme une menace et ne faisait donc pas semblant. Et Sansa a tout retenu. Chaque mot, chaque geste, chaque erreur. Car Cersei ne lui a pas seulement appris comment agir, elle lui a appris comment ne pas agir. Cersei était l'exemple vivant de la façon dont la paranoïa et la soif de pouvoir détruisent un être humain de l'intérieur. Sansa l'a vue en temps réel et s'en est souvenue. Il y a une deuxième couche, plus profonde. Tyrion Lannister. Leur mariage était forcé et humiliant pour tous les deux. Mais Tyrion traitait Sansa avec respect. Il ne l'a pas touchée lors de leur nuit de noces. Il lui parlait. Et c'est aux côtés de Tyrion que Sansa a découvert pour la première fois que l'esprit pouvait être une arme, qu'un homme que le monde entier considère comme un monstre et une risée peut être plus dangereux que n'importe quel chevalier. Tyrion lui a montré que la force ne se présente pas forcément sous l'apparence de la force. Parfois, la force prend la forme d'un livre, d'un mot bien choisi, d'un silence au moment opportun. Mais le maître le plus important est apparu plus tard. Petyr Baelish, dit « le petit doigt ». Et c'est là qu'il faut s'attarder davantage, car la relation entre Sansa et le petit doigt est sans doute la dynamique la plus complexe de tout l'univers de Martin. Le petit doigt a sauvé Sansa de Port-Réal. Il l'a fait sortir de la ville après le meurtre de Joffrey, l'a cachée dans la vallée d'Arryn, lui a donné un nouveau nom, Alayne Stone, et a commencé à l'instruire. Il lui a appris à lire dans les pensées des gens, à percevoir leurs motivations cachées, à comprendre que chaque personne veut quelque chose et que ce quelque chose peut être utilisé. Le petit doigt a appris à Sansa à jouer véritablement au jeu des trônes. Mais Littlefinger n'était pas un mentor désintéressé. Il était obsédé par Catelyn Tully, la mère de Sansa, et reportait cette obsession sur la jeune fille. Il a embrassé Sansa au nid d'aigle, ce qui a conduit au meurtre de Lysa Arryn. Il ne voyait pas en Sansa une élève, mais un instrument, un pion sur l'échiquier qui l'aiderait à obtenir ce qu'il voulait, le trône de fer et Catelyn, ne serait-ce qu'à travers sa fille. Et voilà ce qui rend Sansa unique. Elle a appris de Littlefinger tout ce qu'il pouvait lui enseigner. Elle a appris à mentir de manière convaincante lorsqu'elle a menti au seigneur de la vallée au sujet de la mort de Lysa. Elle a appris à discerner les motivations cachées lorsqu'elle a compris que Sir Lyn Corbray travaillait pour Littlefinger. Elle a appris à manipuler lorsqu'elle a convaincu Robin Arryn de coopérer. Mais elle n'est pas devenue le petit doigt. Elle n'a pas perdu sa conscience. Elle ne s'est pas transformée en une joueuse impitoyable pour qui les gens ne sont que des pions sur une table. Et c'est précisément ce qui distingue Sansa de tous les autres disciples de cet univers.
Cersei a elle aussi appris de son père, Tywin. Mais elle n'a retenu que la cruauté et la paranoïa. Daenerys a appris de Viserys, des Dothraki, de ses conseillers. Mais elle a retenu la conviction qu'elle avait droit au pouvoir, simplement par son sang. Sansa a pris le meilleur de chaque maître et a rejeté le pire. Il existe une théorie, assez répandue parmi les fans, qui mérite d'être mentionnée. Elle affirme qu'en réalité, Sansa n'a pas tiré les leçons de son expérience, mais qu'elle a simplement imité le comportement de ses bourreaux. Qu'elle est devenue froide et calculatrice, non pas parce qu'elle a mûri, mais parce qu'elle s'est brisée. C'est une théorie, pas une vérité absolue, et je ne suis pas d'accord avec elle, car il y a un élément clé qui la contredit. Sansa n'a jamais infligé de souffrance pour le simple plaisir de faire souffrir. Elle n'a pas torturé Ramsay quand elle le pouvait, elle l'a exécuté. Elle n'a pas humilié Littlefinger, elle l'a jugé. Elle ne s'est pas vengée pour le plaisir de se venger, elle a défendu le Nord. Retenez bien cette distinction. Apprendre du mal et devenir le mal, ce n'est pas la même chose. Sansa a appris de ses bourreaux comment fonctionne le monde, mais elle n'a pas oublié ce que le monde devrait être. Et c'est là quelque chose qu'aucun autre personnage de cette histoire n'a réussi à faire. Maintenant que nous savons de quoi cette femme est faite, examinons ses choix clés. Car c'est dans ses choix que se révèle sa véritable personnalité. Et certains d'entre eux vont vous surprendre. La première décision que nous allons analyser n'est même pas considérée comme telle par beaucoup. Survivre à Port-Réal. Après l'exécution de Ned, Sansa s'est retrouvée seule dans la capitale, encerclée par ses ennemis. Elle avait 13 ans dans la série, 11 dans les livres. Et elle n'avait rien. Ni alliés, ni armée, ni louve, ni famille. La seule chose qu'elle avait, c'était sa courtoisie. Et c'est là que commence ce que je considère comme l'exploit le plus sous-estimé de toute la saga. Sansa a survécu à Port-Réal pendant 2 ans. Elle ne s'est pas cachée, elle ne s'est pas enfuie, elle ne s'est pas suicidée. Elle a survécu en tant que captive d'un psychopathe qui ordonnait à ses chevaliers de la battre sous les yeux de toute la cour. Tyrion lui a dit un jour sans détour : « Tu te caches derrière la politesse comme derrière un mur fortifié. » Et il avait raison. La politesse était son armure. Chaque fois que Joffrey ordonnait qu'on la batte, elle répondait avec courtoisie. Chaque fois que Cersei essayait de la briser, elle souriait. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie de survie, portée à la perfection. Comparons les situations. Ned Stark est tombé dans le même piège à Port-Réal. Il avait des alliés, de l'argent, de l'influence, le statut de main du roi. Il a tenu quelques mois avant de mourir. Sansa a tenu 2 ans et s'en est sortie vivante. Sans alliés, sans argent, sans statut. Juste de la politesse et un regard attentif. Lequel des deux s'est avéré être le meilleur stratège? Et voici un autre épisode marquant. Après la victoire de Robb à Oxcross, Joffrey, fou de rage, ordonna une punition publique et humiliante contre Sansa en pleine salle du trône. Tyrion est intervenu pour mettre fin à ce traitement cruel, mais il a ensuite proposé à Sansa de rompre leurs fiançailles. Contre toute attente, elle a refusé. Elle a affirmé son attachement et sa fidélité à Joffrey. Tyrion a compris qu'elle jouait un rôle et cela l'a profondément marquée. Malgré son jeune âge et l'humiliation publique qu'elle venait de subir, elle a trouvé la force de dissimuler ses sentiments face à celui qui tentait de l'aider, consciente que le moindre soupçon de déloyauté pouvait lui coûter la vie. Plus tard, lors de la révolte dans les rues de Port-Réal, alors que la foule menaçait la sécurité de Sansa, c'est le limier qui la sauva. Sandor Clegane. Un homme craint de tous, mais que Sansa percevait différemment. Elle ne voyait pas en lui un monstre, mais un homme capable de compassion. C'est ce qui rend Sansa unique, sa capacité à percevoir l'humanité derrière les masques les plus sombres. Il y a un autre détail, insignifiant à première vue, mais important. Lorsque Joffrey a voulu faire exécuter Ser Dontus Hallard pour s'être présenté ivre au tournoi, c'est Sansa qui lui a sauvé la vie. Elle a proposé de faire de Dontus un bouffon, présentant cela comme une punition plus cruelle que la mort. Joffrey a accepté. Ce n'est pas simplement un acte de miséricorde, c'est un coup de maître. À 13 ans, Sansa a appris à parler à un sadique dans son propre langage, non pas
Épargnez-le car c'est juste, mais humiliez-le, c'est plus douloureux. Elle a présenté la cruauté comme un cadeau à Joffrey, y dissimulant le salut d'un innocent. Plus tard, c'est Dontos qui l'aida à s'enfuir de la capitale. La graine semée à ce moment-là a germé au fil de 2 livres. Deuxième décision. Le mensonge au seigneur de la vallée. Lorsque Petit Doigt tua Lysa Arryn en la poussant par la porte de la lune, les seigneurs de la vallée ouvrirent une enquête. C'était le moment où Sansa aurait pu anéantir Petit Doigt d'un simple mot de vérité. Au lieu de cela, elle a menti. Elle a confirmé la version de Littlefinger et sauvé un homme en qui elle n'avait pas confiance et qu'elle n'aimait pas. Beaucoup considèrent cela comme une erreur ou comme la preuve que Sansa était la marionnette de Littlefinger. Mais regardez de plus près. Si Sansa avait dit la vérité, que se serait-il passé? Petit Doigt aurait été exécuté. Et Sansa, l'épouse en fuite de Tyrion Lannister, soupçonnée du meurtre du roi Joffrey, sans défenseur, sans allié, dans un château étranger. Les seigneurs de la vallée auraient pu la livrer à Cersei en échange d'une récompense. Ils auraient pu l'utiliser eux-mêmes comme un pion. Personne n'aurait défendu Sansa. En mentant, Sansa s'est servie de Littlefinger comme d'un bouclier. Elle savait qu'il était dangereux, mais elle savait aussi qu'elle avait besoin de lui. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le calcul froid d'une jeune fille de 13 ans qui a compris, mieux que bien des adultes, comment fonctionne le pouvoir. Dans les livres, ce moment est rendu avec encore plus de finesse. Sansa ne se contente pas de mentir, elle improvise, elle ajoute des détails, elle rend son mensonge convaincant. Et Littlefinger le remarque. Il comprend que son élève devient dangereuse, et cela l'émerveille et l'effraie à la fois. Troisième décision. La bataille des bâtards. C'est là que commence le moment le plus controversé de l'arc narratif de Sansa. Alors que Sansa et Jon rassemblaient une armée pour marcher sur Winterfell, Sansa a écrit en secret à Littlefinger pour lui demander l'aide des chevaliers de la vallée. Elle n'en a pas parlé à Jon. Les chevaliers sont arrivés au moment décisif de la bataille et ont renversé le cours des événements. Jon était furieux. Les téléspectateurs étaient divisés. Certains disaient que Sansa avait trahi, d'autres qu'elle avait sauvé tout le monde. Analysons la situation. Sansa connaissait Ramsay. Elle avait été son épouse. Elle savait de quoi il était capable, comment il pensait, comment il menait la guerre. Elle l'avait dit clairement à Jon. « Tu ne le connais pas. » Jon ne l'a pas écouté. Il s'est précipité au combat, comme Robb, comme Ned, guidé par ses émotions. Sansa voyait que Jon commettait la même erreur que leur père, que leur frère. La noblesse, l'honneur, la franchise, tout cela tue les Stark. Elle ne pouvait pas parler à Jon des chevaliers de la vallée, car Jon aurait refusé. Par fierté, il n'aurait pas accepté l'aide de Littlefinger, et ils auraient perdu. Sansa a mis en pratique ce que Littlefinger lui avait appris. Elle a exploité une ressource cachée. Elle a mis en pratique ce que Cersei lui avait appris. Elle n'a fait entièrement confiance à personne. Et elle a fait ce qu'aucun Stark avant elle n'avait réussi à faire. Elle a fait passer le résultat avant les principes, sans pour autant se transformer en monstre. Winterfell a été reconquise. Ramsay a été anéanti. Les Stark sont rentrés chez eux. Et cela n'a été possible que parce que Sansa n'a pas suivi les règles des Stark. Mais attendez, car la décision suivante est encore plus importante. Quatrième décision, l'exécution de Littlefinger. Dans la 7e saison, Littlefinger a tenté de monter Sansa contre Arya. Une manœuvre classique, diviser pour mieux régner, monter les alliés les uns contre les autres, ramasser les morceaux. Ça a marché avec Catelyn et Lysa, avec Ned et Robert, avec les Lannister et les Stark. Littlefinger a d'ailleurs bâti toute sa carrière sur le fait de monter les gens les uns contre les autres. Et pour la première fois de toute l'histoire de Westeros, cela n'a pas fonctionné. Parce que Sansa l'avait percé à jour. Elle connaissait ses méthodes, elle comprenait ses motivations, elle connaissait ses faiblesses. Elle savait tout cela, car c'est lui-même qui le lui avait appris. Le moment où Sansa prononce son réquisitoire dans la grande salle de Winterfell est le point culminant de tout son parcours. Elle accuse Littlefinger du meurtre de Lysa Arryn, de la trahison de Ned Stark
et d'un complot contre toute sa famille. Et Littlefinger, l'homme qui a toujours contrôlé la situation, qui a toujours eu un plan de secours, s'effondre. Car il n'avait pas prévu une chose. Il a formé une élève qui a surpassé son maître. Dans la série, avant l'exécution, Sansa dit à Littlefinger « Je vous suis reconnaissante pour toutes vos leçons. » Et dans cette phrase, il n'y a ni ironie, ni vengeance. Il y a la vérité. Elle est vraiment reconnaissante. Car sans ces leçons, elle n'aurait pas survécu. Et c'est là que je voudrais m'arrêter pour établir un parallèle que presque personne ne remarque. Sansa et Daenerys ont suivi des parcours qui se reflètent l'un dans l'autre. Toutes deux ont commencé comme des pions dans les jeux d'autrui. Toutes deux ont perdu leur famille. Toutes deux ont subi des violences. Toutes deux ont accédé au pouvoir. Mais Daenerys a acquis le pouvoir par le feu et le sang, par les dragons et les armées, par la conquête et la terreur. Sansa a acquis le pouvoir par la patience, l'observation, l'apprentissage et la maîtrise de soi. Daenerys a fini par réduire Port-Réal en cendres. Sansa a fini par bâtir un royaume indépendant. Ce n'est pas une coïncidence. Martin met en parallèle ces deux parcours délibérément pour montrer qu'il existe différents types de pouvoirs, et celui que Sansa a choisi s'est avéré être le seul à mener à la victoire sans catastrophe. Nous avons analysé ce que Sansa a fait et pourquoi. Mais la question la plus importante reste en suspens. Comment cette jeune fille naïve est-elle devenue reine? Quelle transformation a-t-elle subie? Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Le parcours de Sansa Stark n'est pas une ligne droite menant de la faiblesse à la force. C'est une spirale. Elle se retrouve confrontée aux mêmes situations, mais réagit différemment à chaque fois. Et c'est précisément à travers ces changements que l'on peut suivre sa véritable transformation. Le premier tour de la spirale, Sansa et les rois. Dans la première saison, elle adore Joffrey et rêve de devenir sa reine. Elle croit aux chansons. Elle croit que le roi est un chevalier et que la reine est une héroïne. À la 7e saison, elle se tient aux côtés de Daenerys, cette femme venue sur des dragons pour sauver le monde, et ne lui fait pas confiance une seule seconde. Car Sansa a déjà vu ce que le pouvoir fait aux gens qui se croient supérieurs. Elle a vu Joffrey, elle a vu Cersei, elle a vu Littlefinger, et elle reconnaît la même maladie chez Daenerys. Les fans ont reproché à Sansa sa froideur envers la mère des dragons. Mais Sansa avait raison. Daenerys a incendié la capitale. Sansa l'avait prévu avant tout le monde, car elle était la seule à ne pas voir Daenerys comme une sauveuse, mais comme une simple actrice de plus. Deuxième tour de la spirale. Sansa et les hommes. Au cours des premières saisons, elle dépendait entièrement des hommes. Joffrey décidait si elle vivrait ou mourrait. Tyrion décidait si elle serait en sécurité. Littlefinger décidait où elle irait. Ramsay décidait ce qu'elle allait endurer. Mais à chaque nouvel homme qui entrait dans sa vie, l'équilibre changeait. À la fin de la série, Sansa ne dépend plus de personne. Elle ne s'est pas mariée. Elle règne seule. Dans la 8e saison, Arya dit que Sansa est la personne la plus intelligente qu'elle ait jamais rencontrée. Et Arya, qui a parcouru la moitié du monde et rencontré Tywin Lannister, Yoren Ashgar et les Sans-Visages, ne dit pas n'importe quoi. Le tournant ne s'est pas produit en un seul instant. Mais si je devais choisir une scène qui symbolise la naissance de la nouvelle Sansa, je n'opterais ni pour la bataille des bâtards, ni pour l'exécution de Littlefinger. Je choisirais une scène dont beaucoup ne se souviennent même pas. Le moment où Sansa descend les escaliers du nid d'aigle vêtue d'une robe noire. Dans la 4e saison, après avoir menti au Seigneur de la Vallée, Sansa apparaît sous un nouveau jour. Des cheveux noirs à la place des roux. Une robe noire au lieu de couleur pâle. Ce n'est pas simplement un changement de garde-robe. C'est un manifeste visuel. Sansa a cessé d'être une victime pour devenir une actrice. Elle a elle-même choisi son apparence. Elle a elle-même décidé de l'image dont elle avait besoin. Pour la première fois de sa vie, elle contrôlait la façon dont les autres la percevaient. Et c'est là toute l'ironie tragique de l'arc narratif de Sansa. Tout a commencé parce qu'elle voulait devenir reine. Puis elle a compris que les reines pouvaient être des monstres. Elle a alors décidé qu'elle ne voulait aucune couronne.
Et au final, elle a obtenu exactement la couronne qu'elle méritait. Non pas parce qu'elle la voulait, mais parce qu'il n'y avait plus personne d'autre pour la porter. Elle ne s'est pas battue pour le trône. Elle s'est battue pour sa survie, pour sa famille, pour le Nord, et le trône est venu en conséquence. Et dans le monde de Martin, où tous ceux qui aspiraient au pouvoir ont été anéantis par celui-ci, Sansa a obtenu le pouvoir précisément parce qu'elle n'y aspirait pas. Dans les livres, ce parcours est tout à fait différent, et il faut en parler à part, car, au moment du 5e tome, la Sansa des livres se trouve à un stade qui diffère radicalement de celui de la série. Et cette différence change tout. Et c'est là que commence la partie de l'histoire qui vous fera peut-être voir l'arc narratif de Sansa sous un autre jour. Car les versions du livre et de la série divergent tellement qu'il s'agit en réalité de deux personnages différents. Dans la série, à partir de la 5e saison, Littlefinger emmène Sansa chez les Bolton et la marie à Ramsay. Une décision qui n'a pas plu à George R.R. Martin lui-même. Il a ouvertement critiqué les créateurs de la série, Benioff et Weiss, pour avoir abandonné l'intrigue d'Aline Stone et envoyé Sansa chez les Bolton sans aucune stratégie politique claire. Martin a déclaré que cette décision avait dévalorisé à la fois Littlefinger et Sansa. Dans les livres, Littlefinger est trop intelligent pour remettre son atout majeur entre les mains d'un sadique inconnu. Quant à Sansa, cette décision l'a transformée d'une actrice politique en pleine ascension en une victime qui souffre à nouveau. Dans les livres, tout est différent. Sansa n'est jamais revenue à Winterfell. Elle n'a jamais épousé Ramsay. Dans les livres, c'est Jane Poole, l'amie d'enfance de Sansa, que les Bolton ont fait passer pour Arya Stark, qui a épousé Ramsay. C'est un changement important. Ginny souffre à la place de Sansa, ce qui crée une dynamique différente. Sansa, quant à elle, se trouve alors dans la vallée d'Arryn, où elle vit sous le nom d'Alan Stone, fille bâtarde de Littlefinger, et poursuit ses études. Et voici ce qui rend l'histoire de Sansa si intéressante. Elle apprend autrement. Non pas par la souffrance, mais par l'observation. Elle gère le domaine du nid d'aigle. Elle s'occupe du petit Robin Arryn, un garçon malade qui est officiellement le seigneur de la vallée. Elle fait la connaissance des seigneurs de la vallée, apprend à les cerner, mémorise qui est l'allié de qui et qui déteste qui. Le petit doigt lui dévoile son plan. Sansa épousera Harold Harding, que tout le monde appelle Harry l'héritier. Harold est le prochain dans l'ordre de succession au trône de la vallée après Robin. Lorsque Robin mourra, et Littlefinger prévoit manifestement d'accélérer ce processus, Harold deviendra seigneur de la vallée. Et Sansa, en tant qu'épouse, révélera son vrai nom et revendiquera ses droits sur le Nord. Dans les livres, Sansa ne devient pas plus forte par la souffrance, mais par la compréhension. Elle sait lire dans les pensées des gens. Elle remarque que Sir Lynn Corbray travaille pour le Petit Doigt. Elle comprend pourquoi le Petit Doigt a cédé le château de Porte de la Lune à Lord Nestor Royce afin de s'assurer sa loyauté. Elle incarne Halen avec tant de conviction qu'elle en oublie parfois qui elle est vraiment. Et c'est là que se cache l'un des thèmes les plus profonds de la Sansa des livres, la perte d'identité. Elle était Sansa Stark, puis elle est devenue Sansa Lannister, puis Alayne Stone. Chaque nouvelle identité la coupait de sa vie antérieure. Et il y a dans les livres une scène bouleversante qui illustre cela mieux que toute autre chose. Dans le chapitre en avant-première de Les Vents de l'hiver, la Sansa du livre organise un tournoi et un banquet à la Porte de la Lune. Elle se comporte en maîtresse de maison, dirige le personnel, place les invités, décide à qui accorder les honneurs et qui reléguer au second plan. Elle danse avec les jeunes chevaliers et fait forte impression. Elle rencontre Harold Harding, qui se montre d'abord hautain à son égard, mais change d'avis à la fin de la soirée. Sansa le mène par le bout du nez, sans le presser, sans le manipuler grossièrement, mais simplement en se montrant charmante, pleine d'esprit et séduisante. Exactement comme le Petit Doigt le lui avait appris. Mais voici ce qui est inquiétant. Parmi les invités du tournoi se trouve Sir Shadrick, surnommée la petite souris folle. Auparavant, dans les livres, nous l'avions vu discuter avec Brienne,
où il avouait rechercher Sansa Stark contre rémunération. Il est déjà près d'elle, et elle ignore le danger. Martin met en place ses pions pour quelque chose de grand, et l'on soupçonne que les seigneurs de la vallée, en particulier Lady Anya Waywood, ont déjà deviné qui est réellement Halen. Cela ajoute une dimension tout à fait différente à l'intrigue. Sansa peut croire qu'elle maîtrise la situation, alors que les personnes qui l'entourent mènent leurs propres manœuvres. Il neige au nid d'aigle, et Sansa sort dans la cour et se met à construire un château. Pas n'importe quel château, mais Winterfell. Elle façonne dans la neige les murs, les tours, les écuries, les cuisines. Elle se souvient de chaque recoin, de chaque pierre. Et à cet instant, alors qu'elle construit Winterfell de neige loin de chez elle, sous un autre nom, les cheveux teints, elle redevient l'espace d'un instant Sansa Stark. La neige tombait, et le château s'élevait. C'est l'une des plus belles phrases de toute la série. Et ce n'est pas seulement de la poésie, c'est un présage. Martin montre que Sansa reconstruira Winterfell, pas avec ses mains, ni avec une épée, avec sa volonté, sa mémoire, sa capacité à se souvenir de qui elle est, alors que le monde entier la pousse à oublier. Il y a encore un détail que seuls ceux qui ont lu attentivement le 3e tome connaissent. Le fantôme de la haute colline, une ancienne voyante, raconte ses rêves prophétiques à la confrérie sans un signe. Elle dit « J'ai vu une jeune fille à un festin avec des serpents pourpres dans les cheveux et du venin coulait de leurs crocs. Et plus tard, j'ai revu cette jeune fille tuant un géant sauvage dans un château construit de neige. La première partie de la prophétie, c'est les noces pourpres, le venin dans les cheveux de Sansa, dans la coiffe d'améthyste, qui a tué Joffrey. Mais la deuxième partie, le géant sauvage dans le château de neige. Formellement, c'est la scène où Sansa déchire la poupée de Robin. Mais les prophéties de Martin fonctionnent toujours à plusieurs niveaux. Les armoiries de la maison Baelish sont le titan de Braavos, un géant de pierre. Et si la prophétie ne parle pas de la poupée, mais de l'avenir, alors Sansa tuera Littlefinger. Ce qui, d'ailleurs, s'est produit dans la série. Dans les livres, cela reste encore à venir. Si vous pensez que nous avons tout dévoilé, vous vous trompez. Car dans la dernière partie, nous aborderons ce que Martin a dissimulé dans le prénom même de Sansa, les parallèles avec l'histoire réelle et les raisons pour lesquelles la fin de Sansa est peut-être la seule de la série que Martin lui-même aurait approuvée. Parlons maintenant de ce qui se cache sous la surface. Des symboles, des parallèles et des détails que la plupart des spectateurs laissent passer, mais qui révèlent l'intention de Martin. Premièrement, un parallèle historique. Martin a puisé son inspiration pour le trône de fer dans la guerre des Deux Roses, le conflit entre les maisons d'York et de Lancastre dans l'Angleterre médiévale. Les Stark sont les York, même les noms se ressemblent, les Lannister sont les Lancastre. Et Sansa, de l'aveu même de Martin, a été créée à l'image d'Élisabeth d'York. Les deux jeunes filles sont issues d'une maison du Nord, victimes d'intrigues politiques. Toutes deux ont perdu leur père à la suite d'une exécution. Toutes deux ont vu disparaître leurs jeunes frères, Bran et Rhaenys, présumés morts, les princes de la tour chez Élisabeth. Toutes deux sont devenues des figures clés dans la lutte pour le trône, non pas parce qu'elles se battaient, mais parce que leur mariage déterminait qui obtiendrait le pouvoir. Élisabeth est finalement devenue reine en unissant les maisons rivales. Sansa est devenue reine en séparant sa maison des autres. Mais il existe un autre parallèle que l'on remarque moins souvent. Élisabeth Eyre d'Angleterre était elle aussi rousse, elle aussi a été manipulée dans sa jeunesse. L'histoire de Thomas Seymour est le reflet de celle de Littlefinger. Elle aussi a refusé de se marier et a régné en solitaire. Martin combine les deux Élisabeth en un seul personnage. Et si c'est vrai, alors la fin de Sansa, reine célibataire et solitaire qui règne avec sagesse et indépendance, était prévue dès le début. Deuxièmement, le symbolisme des loups géants. Lady, la louve de Sansa, a été tuée la première. Tous les autres Stark ont conservé leur loup géant bien plus longtemps. Arya a perdu Nymeria, mais la louve est vivante et parcourt les terres de l'orage avec une immense meute. Bran est lié à Leto sur le plan mystique. Jon et Ghost sont inséparables. Sansa a perdu sa louve avant tout le monde et pour toujours. On peut y voir un signe.
Sansa a été coupée des Stark, de la magie, du Nord, mais on peut aussi l'interpréter autrement. Sansa est la seule Stark à avoir survécu sans protection magique. Sans loup-garou, sans warging, sans résurrection, sans les sans-visage, sans le corbeau à 3 yeux. Uniquement grâce à ses qualités humaines, et c'est sans doute ce qui fait d'elle la plus forte des Stark. Troisièmement, les noms et l'identité. Sansa a endossé plus de noms et de masques que n'importe quel autre personnage, à l'exception d'Arya. Sansa Stark, Sansa Lannister, Alayne Stone. Chaque nouveau nom était une cage. Mais contrairement à Arya, qui se perdait dans d'autres personnalités et a failli ne pas revenir, Sansa n'a jamais oublié qui elle était. Même en tant qu'Alyne, elle construit Winterfell de neige. Même en tant qu'épouse de Ramsay, elle allume une bougie dans la tour, un signal de détresse. Elle s'est accrochée à son identité comme à une ancre. Et quand le moment est venu, elle a retrouvé non seulement son nom, mais tout ce qu'il représentait. Quatrième point, l'apparence physique comme arme. Martin souligne constamment que Sansa est belle. Il ne s'agit pas simplement d'une description physique, mais d'un élément narratif. La beauté de Sansa la rendait précieuse aux yeux de tous ceux qui souhaitaient se conclure un mariage politique. Les Lannister, les Tyrell, le Petit Doigt, les Bolton. Sa beauté était à la fois une malédiction et une ressource. Et au fil de l'arc narratif, Sansa commence à contrôler consciemment la façon dont elle est perçue. La robe noire dans la vallée, les fourrures du Nord à Winterfell, la couronne faite de racines de chardre. Chaque tenue est une déclaration politique. Cinquièmement, le lien avec le mythe de Baelbard. Il existe une vieille chanson du peuple libre qui raconte l'histoire de Baelbard, le roi au-delà du mur, qui s'introduisit à Winterfell et enleva la fille unique des Stark. Il se cacha avec elle dans la crypte et elle lui donna un fils qui devint le prochain seigneur Stark. Martin établit des parallèles entre cette chanson et les parcours de plusieurs personnages, mais le plus fort d'entre eux est celui entre Sansa et la Rose d'hiver. Sansa, seule héritière de Winterfell au moment des événements, aux cheveux roux, enlevée de Winterfell, se cachant sous un faux nom. Ce parallèle laisse entendre que Sansa finira par rentrer chez elle et perpétuera la lignée des Stark. Ce qui, d'ailleurs, est exactement ce qui s'est passé. Sixièmement, la porcelaine, l'ivoire, l'acier. Dans les livres, il y a une phrase de Sansa qui résume à elle seule tout son parcours. Alors qu'elle s'enfuit de Port-Réal, elle se dit « Ma peau est passée de la porcelaine à l'ivoire, puis de l'ivoire à l'acier. » 3 étapes de transformation. La porcelaine. Belle, fragile, elle se brise au premier choc. C'est Sansa dans la première saison. L'ivoire, toujours belle, mais plus dure, plus résistante, elle supporte la pression. C'est Sansa à Port-Réal. L'acier, il peut être beau si on le polit, mais avant tout, il est fonctionnel. Avant tout, il protège. C'est Sansa devenue reine. Martin a condensé tout l'arc narratif en une seule métaphore. Et si l'on suit attentivement le texte, on peut voir comment ces étapes se manifestent. Sansa, telle la porcelaine, se brise à la mort de son père. Sansa, telle l'ivoire, résiste à Joffrey et Cersei. Sansa, telle l'acier, repousse les assauts de Littlefinger et Ramsay. Et enfin, mais c'est peut-être le plus important, cette phrase que tout le monde a laissé passer. Dans une interview, Martin a déclaré que Sansa avait commencé comme l'enfant la plus ordinaire de la famille Stark, la seule à ne posséder aucun talent particulier, ni guerrier, ni mystique. Il l'a créée ainsi délibérément, car il voulait montrer que dans un monde rempli de magie, de dragons et de prophéties, ce n'est pas celui qui possède le plus grand dragon qui l'emporte, c'est celui qui apprend qui l'emporte. Ce n'est pas une théorie, c'est l'intention directe de l'auteur. Sansa a été conçue comme une réponse à la question « Et si une personne tout à fait ordinaire se retrouvait dans les circonstances les plus extrêmes ?» La réponse de Martin « Cette personne peut devenir reine, si elle survit, si elle apprend, si elle ne se perd pas. » Et nous voilà arrivés à la fin, au point où toutes les lignes se rejoignent. La 8e saison de la série a déçu beaucoup de monde.
L'arc narratif de Daenerys a été bâclé. La présence de Bran sur le trône n'avait aucun sens pour les téléspectateurs. Jon s'est rendu au-delà du mur, et cela ressemblait à une punition pour avoir fait ce qu'il fallait. Mais la fin de Sansa? La fin de Sansa était le seul élément du dernier épisode qui fonctionnait parfaitement. Parce qu'elle avait été construite tout au long des 8 saisons. Le moment où Sansa se lève devant le Conseil des Grands Seigneurs et déclare « Le Nord sera un royaume libre et indépendant, tel qu'il l'a été pendant des millénaires », ce n'est pas une improvisation. C'est l'aboutissement. Chaque décision que nous avons analysée menait à ce point. Survivre à Port-Réal lui a appris la patience. Les mensonges dans la vallée lui ont appris la manipulation. La bataille des bâtards lui a appris la stratégie. L'exécution de Littlefinger lui a appris la détermination. Son affrontement avec Daenerys lui a appris la clairvoyance politique. Et c'est là qu'il faut établir un autre parallèle, sans lequel le tableau serait incomplet. Robb Stark a été proclamé roi du Nord. Il a déclaré l'indépendance. Et il a perdu. Parce qu'il s'est marié par amour, perdant ainsi son alliance avec les Frey. Parce qu'il a fait confiance aux Bolton. Parce que sa mère a libéré Jaime Lannister. Robb était courageux, mais ses émotions l'ont perdu. Jon Snow a lui aussi été proclamé roi du Nord. Et lui aussi a renoncé à la couronne en s'agenouillant devant Daenerys. Parce qu'il est tombé amoureux, parce qu'il a décidé que Daenerys en était digne, parce que, comme tous les hommes Stark, il a fait passer ses sentiments avant la politique. 2 rois du Nord, et tous deux ont commis la même erreur. L'amour a guidé leurs décisions plus que leur devoir envers le peuple. Et Sansa? Sansa ne tombait pas amoureuse, non pas parce qu'elle en était incapable, mais parce qu'elle avait déjà vu où cela menait. Elle était la seule à toujours faire passer les intérêts du Nord avant tout le reste. Lorsque Jon est parti rejoindre Daenerys, Sansa a dirigé le Nord. Elle a ordonné de constituer des réserves de vivres. Elle a renforcé les défenses. Elle recevait les lords et réglait les différends. Pendant que tous les héros se battaient, Sansa construisait. Sansa ne réclamait pas le trône. Elle réclamait la liberté pour son peuple. Et elle l'a obtenue car personne autour de la table ne pouvait la contredire. Bran, devenu roi des 6 royaumes, était son frère. Mais ce n'était pas un service rendu à la famille. Bran, le corbeau à 3 yeux, avait depuis longtemps cessé d'être un frère au sens humain du terme. Il avait accepté parce que Sansa avait raison. Le Nord méritait son indépendance. Les Stark l'avaient payé du sang de Ned, Catelyn, Robb et Rickon. Pendant 8000 ans, les Stark avaient régné sur le Nord en tant que roi. Puis, Torren, le genou à terre, avait cédé la couronne à Aegon le Conquérant pour sauver son peuple des flammes des dragons. 300 ans plus tard, le dernier dragon avait fait fondre le trône de fer. Et Sansa avait repris ce que Torren avait cédé. La boucle était bouclée. Voici donc mon verdict. Sansa Stark n'a pas simplement remporté le jeu des trônes. Elle en a changé les règles. Tous ceux qui ont joué à ce jeu avant elle l'ont fait pour le trône de fer. Robert, Cersei, Renly, Stannis, Daenerys et même Littlefinger. Tous voulaient quoi la même chose, s'asseoir sur ce siège hideux, fait d'épée, et régner sur les 7 royaumes. Mais Sansa a regardé ce siège et a dit « Je n'ai pas besoin de votre trône, j'ai besoin du mien ». Elle n'est pas devenue la meilleure joueuse du système existant. Elle est sortie du système et a créé le sien. Le trône de fer a fondu, et tout ce pourquoi les rois et les reines se sont battus pendant 300 ans s'est transformé en une flaque de métal. Et la couronne de Sansa, une couronne faite de racines de l'arbre-cœur, symbole du Nord et des anciens dieux, ne faisait que commencer son histoire. Vous vous souvenez d'où nous sommes partis ? Une petite fille qui rêvait d'épouser un prince et de vivre comme dans les contes. Elle n'a pas épousé de prince. Elle ne s'est pas mariée du tout. Elle n'a pas vécu comme dans les contes. Elle a vécu dans le monde réel et l'a rendu un peu meilleur pour ceux dont elle avait la charge. Sansa a perdu sa louve lors de la première saison. Elle a perdu le lien avec la magie, avec la part mystique du Nord, avec ce qui fait des Stark des Stark. Et pourtant, parmi tous les enfants de Ned, c'est elle qui a ramené les Stark sur le trône, sans loup, sans épée, sans magie. J'apprends lentement, mais j'apprends. Cette phrase,
prononcée par Sansa dans la série explique tout. Elle n'était pas la plus forte, la plus rapide, ni la plus douée. Elle était la plus patiente. Et dans un monde où les héros meurent jeunes et où les méchants brûlent dans leurs propres flammes, c'est justement la patience qui s'est avérée être la seule arme efficace. La neige tombait et le château s'élevait. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. La fin de Sansa était-elle méritée ou les scénaristes ont-ils cédé à la facilité? Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine analyse.